Bonsoir, bonsoir, ça va, le son, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, merci d'avoir répondu présent à ce grand oral de Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. Alors je vais faire une courte introduction. On ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter un petit peu, monsieur le maire. Alors en politique, comme en sport, on croise différents profils. Vous le savez, il y a des sprinteurs, il y a des baroudeurs, il y a des cogneurs. Et vous, Pierre Urmic, on vous classerait volontiers dans la catégorie des coureurs de fond, des vrais coureurs de fond, une discipline qui exige patience, détermination. Vous êtes le maire écologiste de Bordeaux depuis 2020, mais vous avez passé 25 ans dans le rôle ingrat de l'opposant. J'imagine que vous avez épuisé les charmes du rôle d'opposant. Des générations de militants en ont rêvé, et c'est vous qui l'avez fait. En ralliant la gauche derrière votre panache vert, vous avez fait basculer la ville après 70 ans d'une gouvernance au centre droit. C'est un brutal changement de statut qui vous a imposé une évolution, une révolution peut-être, et c'est exactement l'objet de ce grand entretien qu'on va aborder ce soir. Et pour illustrer le propos, je prendrai deux images qui racontent un itinéraire de Pierre Urmic. Mai 2016, vous êtes couché devant la Cité du Vin pour son inauguration, vous dénoncez l'usage des pesticides. 4-5 ans plus tard, quelques années plus tard, vous êtes paré de votre plus belle toilette et vous êtes l'invité d'honneur du dîner de gala de cette même Cité du Vin. Comment passe-t-on du militant écologiste au maire en responsabilité? Comment concilier l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité? C'est Max Weber, j'espère que vous l'avez tous étudié, ou en tout cas vous allez le faire. L'idéal est-il soluble dans l'exercice du pouvoir? Voilà, c'est une des questions, c'est un des fils rouges qu'on évoquera ce soir. Alors vos racines, on le sait, elles sont au Pays Basque, ce petit coin de France où on connaît d'avance les joies du paradis. Mais surtout à Bordeaux, votre construction intellectuelle, votre construction politique s'est façonnée ici, vous l'avez dit, dans cette vénérable institution, Sciences Po Bordeaux, promotion 74. Et Sciences Po peut se vanter d'avoir donné un maire à sa ville. Et qui sait, dans cette salle, il y a peut-être une successeuse ou un successeur. L'histoire nous le dira, ça on le verra. Donc pendant ce grand oral, les étudiants vont tenter, je ne sais pas si c'est la bonne image pour un écologiste, le moteur de Pierre Urmic. On va évoquer vos engagements, vos fondements, votre exercice du pouvoir, votre patte, la patte que vous souhaitez appliquer. Et évidemment, on ne pourra pas s'empêcher de parler de politique tout le long, et surtout dans cette dernière partie, vous le verrez. Voilà pour cette courte introduction. Et maintenant, je vais laisser la balle à la génération montante. Trois étudiants sont là, ont affûté leurs questions comme des lames. Nous avons autour de cette table Marie Serrato, bonsoir, Nolan Stewart, et c'est Rémi Besson qui va se jeter à l'eau. C'est le rôle le plus difficile. Alors allez-y, à vous la balle, sautez, tout va bien se passer. Est-ce que oui, le micro marche. Donc vous le savez, je pense tous dans la salle, aujourd'hui, l'engagement au sein des associations et l'engagement politique fait partie intégrante de l'enseignement à Sciences Po Bordeaux. Vous, Pierre Urmic, vous faisiez partie de la promo 79 ? Pardon, c'est une erreur grossière, vous voyez, on est bien renseigné. Heureusement que les étudiants sont là pour rattraper. Et donc, notre question était l'engagement associatif à Sciences Po Bordeaux à cette époque-là était-elle déjà partie intégrante de l'enseignement? Était-elle déjà sollicitée par l'institution ou vous deviez faire un peu vos preuves tout seul? Merci d'abord pour cette présentation. Je suis un coureur de fond dans tous les sens du terme. Je suis aussi coureur de fond dans ma vie privée. Xavier Sotin le sait. Je fais un semi-marathon tous les samedis matins. Et donc je suis vraiment coureur de fond dans tous les sens du terme. C'est vrai que j'ai été pendant 25 ans opposant à Alain Juppé. Et ce qui est assez amusant, excusez-moi, avant de répondre à votre question, je voulais répondre... Parce qu'ils ont d'autres questions, vous allez voir. Je réponds alors. Allez-y. Voilà, donc je voulais parler de l'opposition. Mais je vais répondre à votre question. Je ne vais pas me dérober. J'aimerais parler aussi de mon grand oral de Sciences Po. Je ne sais pas si c'est dans des questions, mais j'ai vraiment passé le vrai grand oral ici. Et je garde un souvenir précis du sujet que j'ai eu, de la façon dont je l'ai traité. Donc ça, je serais content. Alors, commencez par répondre et on parle du grand oral. Voilà, je serais content alors, de parler de ça. Engagé alors, je dois vous avouer, moi, quand j'étais étudiant ici, j'étais en même temps étudiant en droit. J'ai fait parallèlement mes études de droit pour devenir avocat et en même temps mes études de Sciences Po. Donc, je ne traînais pas beaucoup dans les couloirs de Sciences Po, je vais vous dire franchement. Il y avait quelques associations qui existaient,
Mais voilà, moi j'assistais aux cours, mais j'étais peu présent dans la vie peut-être politique, sociale de Sciences Po, parce que donc, je me souviens très bien du couloir, je courais beaucoup entre la fac de droit et Sciences Po, et en plus, je travaillais en même temps, j'étais journaliste à un journal qui s'appelait La Vie de Bordeaux. C'est comme ça que j'ai appris à connaître La Vie de Bordeaux. Donc j'étais étudiant à Sciences Po, en fac de droit, je travaillais pour ce journal La Vie de Bordeaux, je faisais les piges. Et donc j'étais très occupé, donc je vais vous répondre très simplement, non, moi je n'ai pas eu d'engagement associatif pendant mes années à Sciences Po, mais nos enseignants nous incitaient naturellement, et l'un d'eux dont on aura l'occasion de reparler, nous incitaient fortement à l'engagement associatif que j'ai pratiqué une fois que j'étais libéré de ces études supérieures et d'avoir davantage de temps libre. Voilà. Un mot sur votre grand oral, Pierre Urmic, vous nous le disiez, racontez-nous, vous étiez là. Alors je l'appréhendais, alors ce n'est pas dans cette salle, je l'appréhendais peut-être autant que le grand oral d'aujourd'hui. Et j'ai eu comme sujet le conservatisme en France. Je me souviens très bien. Et j'avais pris le parti de le traiter à contre-pied, comme j'aime bien traiter parfois les sujets. Et j'avais traité le conservatisme de gauche. Et j'étais parti d'une phrase de Maurice Clavel, un intellectuel qui était en vogue à l'époque, et personnellement j'aimais beaucoup. Maurice Clavel venait de dire, quelques jours avant le grand oral, et ça m'avait beaucoup marqué, il avait dit « Pour battre la droite, il faut commencer par battre la gauche ». Et je m'étais servi de cette phrase de Maurice Clavel pour dire effectivement, si on veut que la gauche gagne dans ce pays, il faut commencer par se débarrasser d'elle. Ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas la réinventer. Et j'avais bâti tout mon exposé sur ça, sur la façon dont la gauche doit se réinventer. Donc il faut se débarrasser, se battre contre la gauche de l'époque. C'était mes opinions. J'ai pas énormément changé. Je crois qu'aujourd'hui, je traiterai le sujet sans doute de la même façon. Mais voilà, mais à l'époque, on encourageait les esprits un peu iconoclastes. Je peux vous dire, dans une autre enceinte, et je terminerai avec le grand oral, quand je suis devenu avocat, pareil, on nous imposait des exercices de cette nature, d'improvisation. Et moi, on m'avait donné comme sujet de traiter du malaise des cadres en France. C'était un sujet un peu tarte à la crème, je sortais de Sciences Po, hyper connu, c'était le sujet vraiment à la mode. Et comme ça se passait dans la première chambre de la cour d'appel de Bordeaux, c'est une salle dans laquelle il y a d'immenses cadres accrochés aux quatre murs de la salle d'audience. Et j'avais parlé, moi, du malaise des cadres accrochés, en disant depuis le temps qu'on entend des avocats mal plaidés, depuis le temps qu'on entend des juges mal jugés, etc. Donc j'avais fait un truc un peu contre-pied, comme j'essaie de le faire. Et comme on m'avait répondu que je n'avais pas compris le sujet. Donc, heureusement, à Sciences Po, on ne m'avait pas dit ça quand j'ai traité le conservatisme de gauche, parce que c'est une école très ouverte. Mais voilà, prendre le contre-pied, c'est parfois dangereux. Alors, on va y revenir. Marie Serrato. Oui, on est tous marqués par certains professeurs à Sciences Po. Et vous avez suivi les cours de Jacques Ellul, que vous considérez d'ailleurs comme un mentor. Protestant libertaire et sensible à l'écologie, que vous a-t-il appris ? Tout. Non, beaucoup de choses. Alors, le mot mentor est peut-être oui, adapté, parce que je lui dois beaucoup. C'est la conscience politique et la conscience écologiste. C'est en suivant ses cours que je l'ai appris. Et c'est un personnage assez paradoxal, parce que il n'aimait pas la politique. Il avait fait de la politique, Jacques Ellul, à Libération, à Bordeaux. Il était conseiller municipal de Bordeaux. Il disait que ça l'avait dégoûté de la politique. Donc il avait, vis-à-vis de la politique, certains disaient un attachement malveillant, parce qu'il en parlait beaucoup, donc un attachement malveillant. Moi, je préfère dire qu'il avait une bienveillance, un détachement bienveillant. Donc des relations difficiles à la politique, et lui nous incitait à faire de la politique, hein, carrément. Il disait engagez-vous, mais il était très réticent par rapport à l'engagement partisan. Il disait, ça m'a beaucoup servi dans mon aventure politique, il disait un homme de parti est une partie d'hommes. Et ça m'a beaucoup frappé. Et moi déjà je m'étais mis en tête, mais moi je ferai de la politique, mais je ne serai jamais une partie d'hommes, je suis trop entier pour être uniquement une partie d'hommes, et je suis resté très fidèle à cet enseignement de Jacques Ellul sur ce point-là. Après, j'étais pas un disciple très fidèle, parce qu'il nous disait, mais surtout, ne vous engagez pas en politique, dans des partis politiques tels qu'on les connaît. Il parlait même de peste politicienne, il avait des mots très forts pour caractériser le monde politique partisan. Et en même temps, il nous disait,
c'est fait partie des phrases qui m'ont frappé, que j'ai conservées, c'est « exister, c'est résister ». Exister, c'est résister. Et j'ai toujours pensé que la meilleure façon d'exister, de résister, c'est de faire de la politique. Donc je suis pas j'ai désobéi à mon mentor qui me déconseillait cette voie-là, mais Ellul lui-même était quelqu'un de très désobéissant. Vous savez, il était protestant, très engagé dans l'Église réformée de France, il avait des responsabilités, mais beaucoup disent de lui il était protestant chez les protestants. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'iconoclaste, totalement indépendant. Et je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'aujourd'hui quelqu'un dise « je suis un disciple de Jacques Ellul » parce que ce n'était pas sa façon de voir les choses. Lui-même était trop libre, trop indépendant pour penser que quelques années plus tard, il aurait pu créer une école de pensée. Mais il a créé des dissidents, je trouve que c'est déjà à mettre à son honneur. Et une dernière anecdote pour Jacques Ellul, vous savez que parfois, Ivan Illich est plus connu que Jacques Ellul. C'est assez étonnant. Ivan Illich a vécu, a enseigné aux États-Unis, et alors que Ivan Illich doit tout à Ellul. Ivan Illich était vraiment un élève d'Ellul, et ils se sont rencontrés une fois, Ivan Illich et Jacques Ellul. Et Ivan Illich, quand il a salué Jacques Ellul, il a dit « Bonjour, maître Jacques ». Ses amis ont dit « Pourquoi tu l'appelles maître Jacques? C'est quoi cette expression ?» Il dit « Mais je l'appelle maître Jacques pour plusieurs raisons. D'abord, le prénom, pour traduire l'affection que j'ai pour lui, traduit en l'occurrence par de la familiarité. Et maître Jacques, alors maître, c'était pour montrer tout le respect que le personnage m'inspire. Maître Jacques, et Jacques, c'est parce que lui qui était autrichien, exilé un peu aux États-Unis, il précise que Ellul représentait pour lui les jacqueries à la française, c'est-à-dire cet esprit des jacqueries à la française. Pour lui, Ellul était le représentant de cette jacquerie. Donc on peut être dans la lignée de pensée de Jacques Ellul, ce que j'essaie d'être, tout en étant dissident et peut-être en situation, oui, de jacquerie, y compris par rapport à certaines de ses idées ou certains de ses préceptes. Mais je suis très reconnaissant donc, à cet établissement, puisque c'est ici qu'il enseignait. Il enseignait aussi à la fac de droit, mais il enseignait aussi beaucoup ici à Sciences Po. Donc je suis très reconnaissant d'avoir eu un peu d'amusant ces dernières années d'enseignement, puisqu'après il est parti à la retraite. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir les 2 dernières années d'enseignement de ce penseur. Tout le monde s'accorde que c'est un des penseurs fondamentaux du XXe siècle. J'espère qu'il est enseigné ici, à Sciences Po. Et voilà, moi en tout cas, je lui dois beaucoup mon engagement politique et ma prise de conscience de l'écologie. Alors, on va revenir à un autre fondement de Pierre Urmic, et c'est Nolan Stewart. C'est ça, on vous sait très croyant, et donc on voulait savoir comment est-ce que la religion aujourd'hui et hier a influencé votre manière de penser l'écologie. Alors d'abord, je ne sais pas si on peut être très croyant. Pour moi, on est croyant ou on ne l'est pas. Et on est, alors c'est pour ça que je ne veux pas faire de zèle. C'est pour moi croire, alors je suis très influencé, pour tout vous dire, par la pensée de Charles Péguy et de Bernanos. Et Bernanos définit la foi, et j'adhère tout à fait à cette définition. Il dit la foi, c'est 24 heures de doute, moins 1 minute d'espérance. Et voilà, donc moi, je suis comme beaucoup de gens croyants ou très croyants. Je passe par 24 heures de doute et 1 minute d'espérance, mais cette minute d'espérance, elle est fabuleuse. C'est ce que disait Bernanos, et je pense qu'il avait raison. Donc je suis, oui, quelqu'un de, je ne sais pas si on peut dire croyant, mais quelqu'un, oui, qui a plutôt la foi, mais de la façon dont je viens de la définir. Voilà, je me définis comme étant effectivement un chrétien et un catholique. Est-ce qu'on peut faire un pont, c'était la question de Nolan, entre l'écologie et la foi aujourd'hui? Est-ce que vous y trouvez des liens Oui, d'abord l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est le plus beau symbole d'une nature qui a été sauvée grâce à Noé. Quand vous lisez la Bible, vous avez énormément de références à l'écologie. Quand la Bible parle pas de la planète à l'époque, mais parle de la Terre. Et je trouve que c'est un texte, pour moi, fondamentalement écologiste. On a le devoir, nous, de perpétuer la planète dont on a hérité. Ça, je pense que c'est un message biblique que tout le monde peut comprendre en ayant ou n'ayant pas la foi. Donc je trouve les parallèles tout à fait, pour moi, quasi automatiques entre
mon espérance, puisque la foi, je préfère parler d'espérance, entre mon espérance et le devoir que nous avons ici, lors de notre passage sur Terre, de protéger et de léguer à nos enfants et aux générations futures la planète, la Terre, dont nous avons hérité. Et dans la planète, il y a tout, il n'y a pas que l'humain. La planète, c'est aussi le monde végétal, c'est aussi le monde animal. Et cette vision globale, je pense qu'on la retrouve à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. On va revenir à la politique un petit peu. Rémi? Alors oui, donc vous étiez avocat et vous avez notamment défendu Noël Mamère, ancien maire de Bègles accusé de diffamation, et vous avez aussi défendu le célèbre activiste José Bové. Et c'est grâce à eux que vous devenez un pionnier dans le mouvement écologiste français. Ces batailles juridiques sont-elles la cause de votre engagement pour l'environnement ? C'est pas si lié que ça. Alors, j'ai effectivement été l'avocat de Noël Mamère. C'est à cette occasion-là que j'ai fait sa connaissance quand il a été élu maire de Bègles et qu'il a eu plusieurs procédures en diffamation. Et voilà, j'étais son avocat. À l'époque, les maires ne pouvaient pas être jugés dans le ressort de leur ville, donc lui, il avait été jugé à Toulouse. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours Bordeaux-Toulouse. Vous pouvez juste rappeler, c'était quoi la diffamation ? Alors la première diffamation, parce qu'il y en a eu plusieurs, le soir de son élection, il a dit, alors il faut que vous sachiez que Bègles, que Noël Mamère a gagné en 1989, c'est une ville qui avait été pendant 30 ans une ville communiste. Et la première déclaration qu'il a faite, qui était d'une imprudence rare, il a dit la mairie de Bègles servait à alimenter le trésor de guerre du Parti communiste. Donc, il a bien immédiatement procédure en diffamation du Parti communiste français qui dépêche son avocat, son meilleur avocat de l'époque, qui vient déposer plainte contre Noël Mamère pour diffamation. Et quand bien même si Noël Mamère le pensait, c'est impossible à prouver. C'était impossible à prouver que la mairie de Bègles, à supposer que ce soit vrai, j'en sais rien, mais c'était impossible à établir qu'une mairie communiste servait à alimenter le trésor de guerre du Parti communiste. Enfin, c'était une phrase totalement, à mon avis, regrettable et sur le fond diffamatoire. Et j'ai réussi à lui éviter une condamnation parce que s'il y a des gens dans la salle, ils savent que la diffamation obéit à des règles de procédure très compliquées, très contraignantes. Et je me souviens, je me suis enfermé pendant tout un week-end chez moi à étudier à la virgule près la convocation qu'on avait reçue devant le tribunal. Et j'ai réussi à faire annuler la convocation, à faire annuler la procédure en diffamation, si bien qu'on n'a jamais plaidé le fond de l'affaire. Mais j'ai fait annuler, j'étais assez content. J'ai fait, alors que j'avais en face de moi, un cadre de la diffamation parisienne qui venait plaider, alors je vous ai dit c'était à Toulouse à l'époque, qui venait plaider cette affaire, mais je lui ai fait annuler toute sa procédure. Et après, ils en ont fait une autre, avec un autre avocat. On l'a également fait annuler. Une autre diffamation. Cela a créé des liens entre lui et moi. Mais voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connu, en étant son avocat pour ce type d'affaires. Et José Bové, alors c'est différent, José Bové, c'est dans le cadre des faucheurs volontaires. J'ai défendu José Bové et d'autres faucheurs volontaires devant le tribunal correctionnel. Et c'est là où j'étais en totale sympathie par rapport à la cause qui était la leur, c'est-à-dire la désobéissance civile, à laquelle je suis très, très attaché. Moi, depuis que je suis maire, on en parle. On va y venir, c'est la question qui suit. Ne vous emballez pas. Je veux bien vous en parler. Donc voilà, donc j'ai défendu effectivement José, et j'ai défendu également avant eux beaucoup de déserteurs. J'étais avocat il y a quelques années, à une époque où le tribunal permanent des forces armées existait, rue de Pessac à Bordeaux. Et j'ai défendu énormément au début de ma carrière. J'ai un peu appris à plaider aussi à cette occasion-là, en défendant devant le tribunal militaire beaucoup de déserteurs, d'objecteurs de conscience. Et voilà, donc j'ai toujours aimé plaider ce genre de dossier et très attiré par la désobéissance civile. Alors vous nous avez tendu un pont et Marie va s'engouffrer sur ce pont sur la désobéissance civile. Vous déclariez au micro de France Culture que la désobéissance civile, c'est l'arme du pauvre. Depuis vos années à Sciences Po, on vous sait engagé dans différents mouvements, pratiquant parfois la désobéissance civile. On se rappelle de votre action à l'inauguration de la Cité du Vin en 2016. Est-ce un mode d'expression valable actuellement en tant que maire ? Oui, alors, la désobéissance civile, je vous dis que j'y suis tellement attaché que mon cabinet d'avocat a pour nom Antigone. Et Antigone, pour moi, c'est les prémices de la désobéissance civile. Antigone est condamnée à mort par Créon.
parce qu'elle refuse d'appliquer les lois de la cité en réclamant une sépulture pour son frère. C'est-à-dire qu'Antigone fait passer sa conscience avant les lois de la cité, ce que Créon refuse, et la condamne à mort. Donc pour moi, c'est les débuts de la désobéissance civile. Il faut aller les chercher dans l'Antiquité et chez Antigone. Après, moi j'ai été très formé intellectuellement. Je n'ai pas eu que Jacques Ellul, même si ça a été très fort, mais quand j'étais adolescent, j'étais très Gandhi, Lanza del Vasto, enfin tous ces gens-là qui étaient des apôtres de la désobéissance civile, mais aussi, et j'y tiens beaucoup, la désobéissance civile non violente. Je suis très attaché à cette notion de non-violence. Donc le pape, c'est quand même Gandhi, et Gandhi disait, il refusait d'obéir lui aussi aux lois de la cité, mais il le faisait de façon non violente en disant, mais au-dessus des lois, il y a la conscience. Moi, je pense que dans la vie, peut-être aussi mon côté que vous qualifiez de très, très chrétien ou très catho, je ne sais plus, mais très croyant. Je pense qu'au-dessus des lois de la cité, il y a la conscience. Et je pense qu'au nom de la conscience, je ne devrais pas dire ça en tant que maire, au nom de la conscience, oui, on peut désobéir civilement quand on est militant, mais je suis très attaché à l'aspect non violent et aussi à la désobéissance revendiquée. Noël Mamère a été faucheur volontaire aussi, mais je vois José Bové par exemple. Il n'a jamais agi à visage couvert. Il a toujours agi à visage découvert, toujours. Il faut accepter, quand vous désobéissez, d'en payer les conséquences. Antigone, dont je parlais tout à l'heure, l'a lourdement payé, mais José Bové aussi, il a fait la prison. Donc, il n'a jamais, quand il a démonté le McDonald's de Millau, il n'a pas fait sous une cagoule, il a fait à visage découvert. Donc, je pense que la désobéissance suppose aussi du courage, et elle suppose aussi d'assumer ses actes et d'en payer le prix, quand bien même le prix peut être de la prison. Et quand je dis que c'est l'arme du pauvre, vous avez raison. Je pense que quand il y a des situations, quand il y a une planète aussi en danger comme elle est aujourd'hui, mais quand on veut se faire entendre, mais par moments, je suis désolé, il faut accepter de désobéir. Je reviendrai à la sépulture d'Antigone. Enfin, certains veulent enterrer la planète, enfin faire mourir la planète, mais cela, à mon avis, justifie des mouvements de désobéissance civile. Mais j'y mets, vous l'avez compris, deux exigences, visage découvert et non-violence. Parfait. On y reviendra au fil des questions dans la deuxième partie. On va revenir un peu sur votre itinéraire politique. Et la désobéissance, c'est de l'innovation qui réussit. Excusez-moi de préciser ça. La meilleure définition de la désobéissance, c'est de l'innovation qui réussit, y compris dans le domaine scientifique. Souvent, les grandes conquêtes scientifiques, c'est ou de la sérendipité, c'est-à-dire on trouve ce qu'on ne cherche pas, ou sinon, on dévie des créneaux habituels de la recherche et on trouve quelque chose. Donc c'est de la désobéissance aussi. Donc moi je suis assez attaché à cette définition de la désobéissance, c'est de l'innovation qui réussit. Allez, on revient. L'innovation, c'est la désobéissance qui réussit plutôt. On va revenir sur ces points. Rémi, question vraiment politique. Oui. Alors, vous êtes resté longtemps dans l'opposition, notamment face à Alain Juppé, affirmant fermement vos désaccords. Vous avez pourtant travaillé avec lui. Et n'est-ce pas lui, enfin, que vous a-t-il appris sur votre fonction de maire et sur la gestion d'une aussi grande ville que celle de Bordeaux ? Alors, il m'a appris d'abord comme élu d'opposition, il m'a appris la rigueur du travail. Je me souviens de mes premières interventions au conseil municipal, quand j'ai été élu pour la première fois, une intervention qui était un peu approximative, des chiffres qu'il était tout autant, le retour de manivelle de Juppé, il ne vous loupait pas. Si vous ne connaissiez pas parfaitement le dossier sur lequel vous interveniez, je vous promets qu'il le faisait avec son tempérament, c'est-à-dire avec beaucoup de vivacité, parfois d'arrogance. Donc je me souviens de premières interventions où je me suis dit, ah, ça c'est quand même un peu dur à digérer, mais effectivement, mon intervention était par trop approximative sur certains sujets. Donc voilà, il m'a appris l'exigence de la rigueur qui s'appliquait lui-même. Il faut lui reconnaître les qualités qui étaient les siennes. Et donc j'ai travaillé pendant 23 ans, ou 23 ans et demi, quand il a été maire de Bordeaux. Et voilà, je savais que si j'étais trop approximatif ou si je laissais passer la moindre erreur dans mes propos, j'allais me ramasser
Voilà, il m'a enseigné ça, l'exigence de la rigueur. Et c'est assez amusant, puisque vous parlez d'Alain Juppé. Lors du dernier conseil municipal d'Alain Juppé, c'était en février 2018, c'était février 2018, je pense. Il a démissionné, je crois, pratiquement 10 jours après son dernier conseil municipal. Je ne sais même pas si à l'époque, sa décision a été prise de démissionner. Mais on venait d'avoir une altercation polie et respectueuse, comme ça nous arrivait souvent, mais vive. Et il me dit, ça m'a sidéré, il m'avait dit, ça y est, monsieur Urmic, j'ai trouvé votre surnom. J'ai dit, autre surnom. Il me dit, oui, vous êtes Sisyphe. Vous poussez le bouchon de la contestation, de la résistance municipale vers des sommets. Ah, sur le coup, ça m'a. Je me suis dit, quand même, Sisyphe, ça fait un peu loser, quoi. Je me suis dit, quand même, je vous cache pas que je ne l'ai pas très bien pris. Je dis, c'est encore une vacherie d'Alain Juppé. Puis, en rentrant chez moi, le soir, je me suis rappelé Camus qui dit la lutte vers le sommet suffit à remplir un cœur d'homme. Et je me suis dit, c'est bien de gravir les échelons et de pousser ce que lui appelait le bouchon de la résistance vers les sommets. Et puisque Camus, c'est Camus qui dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et je suis rentré le soir chez moi en me disant, voilà, je suis peut-être Sisyphe, mais je suis Sisyphe heureux. Et je remercierai Alain Juppé de m'avoir balancé cette vacherie. Et quand je l'ai revu, quelques temps plus tard, je lui ai dit, je pense que c'est une vacherie quand vous m'avez traité de Sisyphe. Il m'a dit, oui, je vous confirme. Je lui ai dit, mais écoutez, vous avez rendu Sisyphe heureux ce jour-là, dans le sens camusien du terme. Et vous n'imaginez pas que Sisyphe, il allait pousser le rocher jusque sur l'autre versant, et que quelques mois plus tard, j'allais gagner les élections, et que donc le surnom dont vous m'avez affublé n'était pas forcément le plus adapté à la situation. Et je crois qu'il en a convenu. Vous avez des relations, d'ailleurs, on en profite, avec Alain Juppé aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas été de chaudes effusions entre vous pendant 25 ans, quand même. Y compris le soir. Oui, bon. Et là, vous avez trouvé un Quand on gagne une élection, il faut être grand seigneur, vraiment. J'ai voulu. Alors, il avait eu des mots très durs le soir de l'élection, vous les connaissez. Xavier Sautat, il avait été très vexé de perdre cette élection. Et il a eu à mon encontre des mots qui étaient plutôt pires que Sisyphe. Sisyphe était gentil à côté, mais des mots que je ne vais pas répéter ici parce qu'ils sont vraiment désobligeants. Et je le dis franchement, il ne l'honore pas. Et il le sait, parce que je le lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Juppé, vous avez tenu des propos qui sont très très blessants et désobligeants à mon encontre. Mais comme je ne suis pas un garçon rancunier, écoutez, maintenant que je vous l'ai dit, on va passer à autre chose. Et je l'ai invité à déjeuner. Et le déjeuner, c'est très très bien passé, et depuis, voilà, il nous arrive de nous téléphoner. C'est lui qui m'a appelé. Moi, il m'est arrivé de l'appeler aussi pour certains sujets. Quand il a été invité à déjeuner, il est venu. Il a été extrêmement courtois, je crois sensible au fait que le nouveau maire de Bordeaux puisse inviter l'ancien maire avec qui les relations, elles avaient été toujours difficiles, mais je crois très respectueuse de part et d'autre. Moi, je respectais parce que je suis légaliste, malgré tout ce que j'ai dit de la désobéissance, mais il était le maire de Bordeaux, donc il avait un respect naturel de ma part dû à son titre et à sa légitimité. Et moi, je pense qu'il a réalisé aussi que j'étais un élu sérieux qui travaillait les dossiers. Et voilà, donc on avait des relations difficiles, mais je pense c'était un bon maire, respectueuse. Alors, ça a été, au début, je pense que 1995, quand il est arrivé, Bordeaux avait un tel retard que la ville de Bordeaux avait besoin d'être rapidement métamorphosée. Et Alain Juppé, il a fait à sa méthode, il a fait à la hussarde. Et je pense qu'il a bien fait. Je ne lui ai pas dit à l'époque, mais je pense que Bordeaux avait tel retard. Il a fait 3 lignes de tramway, il a rénové les quais, il a blanchi les façades, rénové les façades des immeubles des quais. Enfin, cette ville avait besoin d'être toilettée, on va dire, et en tout cas renouvelée et réinventée. Et je pense que les premières années d'Alain Juppé ont été tout à fait bénéfiques à Bordeaux. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté, même si c'est pas ce que je disais à l'époque. Mais après, il a manqué le second souffle. Après, manifestement, il a manqué le second souffle. Le second souffle, ça aurait pu être le souffle de l'écologie, en disant, il a fait une courte expérience comme ministre de l'écologie de Sarkozy, vous vous en souvenez. Donc il avait peut-être un peu d'appétence pour l'écologie, mais bon, comme maire de Bordeaux, ça ne s'est pas beaucoup vu.
Et je pense que voilà ce qu'il y a manqué. Le premier souffle a été excellent. Et ce qui a manqué, c'est, à mon avis, le second souffle, excusez-moi de le dire de façon très, très, très nette. Mais globalement, quand vous restez maire de Bordeaux, il a été pendant 23 ans et demi, c'est évident que vous métamorphosez la ville. Et vous avez le temps de le faire. Et voilà, et Alain Juppé a fait de grandes choses, mais de moins grandes à la fin du mandat, où il était un peu plus absent, plus préoccupé par sa carrière parisienne, me semble-t-il. Et voilà, mais bon, globalement, enfin, ça a été un bon maire de Bordeaux. Une dernière question pour cette séquence politique. Noël. Oui, vous êtes donc resté près de 25 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes maire. Vous avez donc découvert ce qu'était être dirigeant et avec les concessions qui vont avec. C'est pas trop dur, le retour à la réalité ? C'est pas le retour à la réalité, c'est l'exercice du pouvoir. J'espère que quand j'étais dans l'opposition, j'étais pas hors sol. Hein, mais ce qui est dur, c'est l'exercice du pouvoir. Ça, je vais pas vous le cacher. Ça, je l'ai découvert parce que j'ai découvert aussi que quand vous êtes élu d'opposition, vous ne voyez rien de ce qui se passe derrière le miroir. Voilà, vous êtes participé au conseil municipal, vous avez des dossiers que vous épluchez, mais vous ne connaissez rien de l'exercice du pouvoir. Donc, je suis arrivé maire. Beaucoup sur ma liste étaient persuadés qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'aguerri, qui connaissait bien les arcanes du pouvoir. Je les connaissais peut-être un peu plus que certains, mais voilà. Donc j'ai découvert cette fonction de maire. Je m'y suis mis à plein temps, aussitôt. Et j'ai été immédiatement, Xavier Sautat parlait tout à l'heure du conflit, comme beaucoup d'élus, je pense, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Et j'ai été immédiatement confronté à ce débat interne entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est évident, quand vous êtes maire, moi, le soir de mon élection, j'ai dit « je serai le maire de tous les Bordelais ». Je ne serai pas le maire des écolos, je ne serai pas le maire d'un clan, je ne serai pas le maire de ceux qui m'ont élu. Je suis le maire de tous les Bordelais. Étant le maire de tous les Bordelais, ça vous oblige à des concessions. Ça, c'est l'éthique de responsabilité. Mais bon, ça vous oblige aussi à ne pas perdre de vue ce qu'est la base de votre engagement politique, à savoir vos convictions. L'exercice du pouvoir, c'est savoir où vous mettez le curseur. Si vous le mettez trop vers l'éthique de conviction, ben vous êtes un idéologue et là, effectivement, trop éloigné des réalités de terrain. Mais si vous mettez le curseur trop près des responsabilités, si vous êtes trop pragmatique et que vous oubliez la boussole que constituent vos convictions, vous plantez aussi. Il faut dire ça, les choses simplement. Les premiers jours, je suis venu à la mairie de Bordeaux, tout de suite après mon élection. C'était très tôt le matin. Il y avait encore le balayage dans des rues près de la place Pébalan où j'arrivais. Et les 10 premiers jours, je suis tombé sur un même gars qui balayait et qui me reconnaissait. La première fois, il m'a reconnu, les autres aussi, bien sûr. Donc, il arrêtait de balayer et en me voyant, il disait « Monsieur le maire, ne lâchez rien !» Je me dis, où j'arrive moi à la mairie, oh là là, le gars il me dit de rien lâcher, alors que l'exercice du pouvoir, c'est de lâcher, quoi. C'est ça le débat entre l'éthique de conviction, responsabilité. Vous êtes obligé de faire des concessions, obligé. C'est pas des compromissions, les concessions, mais c'est que vous dirigez une ville, vous êtes, je le disais, le maire de tous les habitants, donc ça vous oblige à un pragmatisme, mais c'est un exercice. Parfois, vous êtes tiraillé. Hein. Il y a des sujets, je suis rentré le soir chez moi en me disant où est-ce que je mets le curseur ? Est-ce qu'il n'est pas trop bas ? Est-ce qu'il n'est pas trop haut ? Mais bon, c'est ça l'exercice du pouvoir. Donc, c'est pas forcément confortable. Enfin, si vous donnez la peine de l'exercer, je pense qu'il y en a qui l'exercent de façon peut-être moins perturbée que moi, plus légère. Moi, quand je fais les choses, j'aime pas l'apparence du pouvoir. Moi, j'aime l'exercice du pouvoir. Moi, je ne suis pas là pour occuper le poste. Je suis là pour exercer la fonction. Donc, ça me distingue de certains collègues élus. Mais donc, quand vous exercez la fonction, effectivement, c'est parfois compliqué. Mais en même temps, c'est comme tout ce qui est compliqué, c'est passionnant. Pourquoi on fait de la politique ? Parce qu'on est d'abord passionné. On a envie de changer le monde. Et donc, ça fait oublier tous les tiraillements et tous les mauvais moments, parfois les bassesses de certains. Ça vous fait oublier tous les mauvais côtés de la politique. Mais voilà, donc c'est la passion d'exercer du pouvoir. Voilà aussi, je suis un Sisyphe heureux. Sisyphe heureux. Merci à tous les trois. Bravo, vous avez été très bons. On peut les applaudir. Et on va attaquer deuxième séquence.
Voilà, ça se découpe en 3 parties. On est à Sciences Po, vous savez. Donc, deuxième partie, on va évoquer un aspect, votre patte municipale, les décisions que vous avez eues à prendre depuis le début de votre mandat. Donc, on accueille 3 jeunes et brillants étudiants. Donc, nous avons Félicie Lebas, nous l'avons Léo Gasparini, et nous avons Antoine Train, et c'est Léo Gasparini qui va vous poser la première question. Allez, on va augmenter un tout petit peu le feu, vous allez voir. Bonjour Monsieur Urmic. Bonjour. Alors vous vous êtes fait élire sur une vague verte en 2020. Et aujourd'hui, les Bordelais vous voient plus comme un maire de promesses que de résultats concrets. Alors, où sont les avancées écologiques tangibles ? Quand vous dites les Bordelais, je trouve que vous généralisez beaucoup. Il y a un sondage qui vient de sortir qui dit que 74% des Bordelais, je crois, trouvent que la ville est en train de changer. Une majorité trouve qu'elle change en bien. 61% des Bordelais disent on fait confiance au maire de Bordeaux. Voilà, donc je pense que il y a des Bordelais récemment qui trouvent que ça ne va pas assez vite, d'autres qui trouvent que ça va trop vite. Mais je pense que la ville est en train de changer. Moi, j'avais pris des engagements et je crois que la plupart d'entre eux, je m'efforce à ce qu'ils soient tenus. Et j'ai une équipe municipale aussi qui est très motivée pour le respect des engagements qu'on a pris. Notamment, il y en a un, moi j'avais dit je décréterai l'urgence climatique à Bordeaux sitôt élu maire. Ben, je l'ai fait. Certains ont dit oh, il déclare, mais ça c'est du baratin, c'est un slogan. Je dis non, c'est pas du baratin, vous verrez. J'ai commencé par quelque chose qui était tout à fait innovant. À savoir que j'ai une première adjointe qui s'appelle Claudine Bichet et j'ai tenu à ce qu'elle soit adjointe en charge des finances, ce qui est tout à fait classique dans toutes les collectivités territoriales, mais qu'en plus elle soit adjointe aux défis climatiques, ce qui est tout à fait nouveau, et elle est également adjointe à l'égalité femmes-hommes. Mais abordons le deuxième sujet, le défi climatique. Cela signifie que toutes nos politiques municipales, et ça je vous promets que c'est nouveau, toutes nos politiques municipales sont examinées, tous nos investissements à l'aune de leur impact climatique. Ça ne se voit pas, mais je vous promets que c'est un travail très transversal et très sérieux que nous faisons. C'est comme imaginer si Bercy, pour prendre une image nationale, si Bercy au ministère des Finances était également en charge du défi climatique. Mais je vous promets que ça changerait tout. Les ministres de l'écologie se plaignent d'être obligés d'aller en permanence réclamer des fonds à Bercy qu'ils n'obtiennent pas d'ailleurs la plupart du temps. Mais là, c'est la même personne qui est aux finances et qui est chargée de répondre aux défis climatiques. Donc ça, je vous promets que c'est pas un gadget. Après, je crois que si on détaille nos politiques municipales, je pense que Bordeaux change. On disait... moi, comme slogan de campagne, puis faites allusion promesse, je disais le monde change, changeons Bordeaux. Mais je crois que Bordeaux est en train de changer. Je vais prendre quelques exemples, puisque vous me titillez sur ce terrain-là. Nous avons. Alors, Bordeaux est une ville, tout le monde est d'accord ici pour dire, c'est une ville magnifique. C'est une ville de pierre. Et une ville de pierre, ce n'est pas forcément la meilleure configuration urbaine pour résister aux défis climatiques. C'est-à-dire que nous avons énormément d'îlots de chaleur urbains. Nous avons des prévisions de Météo France pour 2050 qui disent que 42% qui disent que Bordeaux connaîtra, je crois, 10 fois plus de phénomènes caniculaires que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et la meilleure façon de résister, si vous voulez, par rapport aux défis climatiques, je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais il y a 2 façons d'aborder le défi climatique, c'est-à-dire d'abord de l'éviter, c'est-à-dire d'éviter notamment les pollutions qui engendrent des émissions de gaz à effet de serre. Pour prendre un chiffre, j'aime pas beaucoup les chiffres, mais je vais vous dire, on a réduit la pollution aux oxydes d'azote à Bordeaux de 28% dans les rues de Bordeaux. Ça n'avait pas été fait auparavant. On a réduit. Et tout le monde sait que les oxydes d'azote sont dangereuses pour la santé. Tout le monde sait que le corollaire, c'est aussi les émissions de gaz à effet de serre qui sont nocifs pour la planète. Donc on a réduit la circulation automobile dans Bordeaux. Certains disent beaucoup trop. Moi, je ne le crois pas, mais je vous promets qu'on l'a considérablement réduit, d'où ces chiffres importants en matière de réduction de la pollution. On est dans une politique de reconquête végétale.
Nous avons planté depuis le début du mandat 36 000 arbres à Bordeaux. Alors, 36 000 arbres, moi je suis un peu comme vous, ça me dirait, bon, 36 000 c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vais vous donner un ordre de grandeur pour savoir ce que ça représente à peu près 36 000 arbres. Vous connaissez tous le parc bordelais. Le parc bordelais, c'est 3 000 arbres. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi, on a planté dans les rues de Bordeaux plus de 3 fois d'arbres que n'en abrite le parc bordelais. Tous les ans, on plante environ 10 000 arbres. Et quand je dis planter, on les plante sous les trottoirs, on les plante à la place des voitures de stationnement, c'est-à-dire là où les gens vivent, pour leur amener une fraîcheur, puisque l'arbre est notre meilleur allié pour résister aux fortes canicules qui nous attendent et également pour anticiper sur le dérèglement climatique. Donc, on en plante 10 000, c'est-à-dire tous les ans, on plante à peu près 3 fois l'équivalent du parc bordelais dans les rues de la ville. Donc, ça ne se voit pas dans toutes les rues. Bordeaux, il y a 1487 rues. Donc c'est évident qu'on n'a pas végétalisé les 1487 rues. Quelqu'un qui est dans une rue non végétalisée peut dire ah ben, la végétalisation, ça ne se voit pas beaucoup. Je vous promets que ça se voit beaucoup dans certaines rues. Et pour prendre un dernier exemple aussi sur nos engagements sur le terrain écologique, puisque vous l'avez abordé, nous allons faire de Bordeaux une ville référente en matière de promotion de l'énergie solaire. Nous sommes sur le bon chemin. La ville donne l'exemple. Nous nous sommes assignés comme objectif d'avoir 60 000 m² de panneaux solaires posés sur les toitures bordelaises à la fin de notre mandat. Beaucoup de bâtiments municipaux, que ce soit des piscines, des gymnases, des mairies annexes, comme celle de Codéran que vous connaissez peut-être, sont déjà couvertes de panneaux solaires. Dernièrement, nous avons pris la décision de couvrir de panneaux solaires la base sous-marine, que vous connaissez. C'est une toiture de 22 000 m² qui va être couverte de panneaux solaires. Ça a été un combat, parce que l'architecte des bâtiments de France, s'agissant d'un monument emblématique de Bordeaux, n'y était pas au départ favorable. Il a fallu le convaincre. Donc on aura 22 000 m² de panneaux solaires sur ce bâtiment emblématique qui est la base sous-marine. Donc nous solarisons partout. Et ce qui est important, quand je dis qu'on solarise partout et qu'on veut devenir une ville référente en la matière, et qu'on le sera, c'est qu'on a embarqué avec nous également toutes les collectivités, commencé par l'État. Nous avons signé, je crois que c'était le 11 juin dernier, l'Alliance de Bordeaux pour le solaire. Et on a embarqué toutes les... commencé par l'État, on a embarqué le conseil régional, le conseil départemental, la métropole et la ville de Bordeaux pour dire on veut tous être exemplaires en matière de promotion d'énergie solaire sur nos toitures, et également le milieu professionnel privé. On a la Chambre de commerce, le port de Bordeaux, la SNCF, les offices d'HLM, le CHU de Bordeaux, tout ça qui ont signé cette alliance de Bordeaux et qui ont pris des engagements pour se battre pour que Bordeaux soit une ville référente en matière d'énergie solaire. Et je pense qu'on va y arriver. On est sur le bon chemin. Donc, j'ai voulu prendre un dernier exemple. Très je vous promets que vite, les petits écoliers bordelais, on on est à végétaliser. On a 117 écoles publiques primaires élémentaires à Bordeaux qui relèvent de la mairie. On est en train de végétaliser toutes les cours d'école. Les cours d'école, c'est des îlots de chaleur urbains. Nous les végétalisons systématiquement. On a un programme sur 10 ans qui est déjà bien avancé. Et je vous promets que les écoliers, et nous on va les avancer parents, sur voilà. les autres Non, sujets. mais c'était pour répondre un peu à la question. Voilà, en il disant, vous a piqué, voilà, vous voyez, voilà. donc on fait des réponses. Donc Voilà, je on va pourrais répondre beaucoup plus on va longuement. encore vous mais j'arrête piquer là. et on va essayer de raccourcir Oui, un peu pardon, les je vais être réponses. plus court. À vous, Félicie Oui. Lebas. On parlait de végétalisation de la ville, mais il y a beaucoup d'arbres aussi qui vont être sûrement déracinés dans le cadre du projet LGV Bordeaux-Toulouse qui suscite de vifs intérêts. Donc vous n'avez jamais caché vos réserves sur ce projet. Pourquoi ne s'êtes pas rendu à l'Hermé Musée dimanche ? Alors, c'est plus que mes réserves, c'est mon hostilité. Il y avait une manifestation Mon pour ceux hostilité, ouais. qui n'ont pas lu Sud-Ouest, notamment. Ouais. Une grosse manifestation à l'appel de 2 associations, et notamment les Soulèvements de la Terre. Ouais. La balle. Alors, 2 questions. D'abord, la première, vous avez raison, je ne suis pas réservé, je suis hostile à ce projet qui va artificialiser 4830 hectares d'espaces de nature, d'espaces agricoles, d'espaces forestiers. Près de 5000 hectares, c'est énorme. Pour vous donner là aussi un ordre de grandeur, 5000 hectares, c'est la superficie de la ville de Bordeaux. Donc tout ça va être sacrifié, artificialisé
pour gagner 22 minutes entre Bordeaux et Toulouse. Je schématise, mais je pourrais donner plus de détails, mais ce n'est pas le lieu sur les 22 minutes. Mais en gros, c'est ça. Donc, un saccage écologique et un saccage climatique que je dénonce depuis le début. J'ai été l'avocat des opposants à ce projet, jusque devant le Conseil d'État. Quand je dis les opposants, j'ai été l'avocat des associations environnementales, mais également de tous les maires du Sud-Gironde qui ne veulent pas voir leur commune sacrifiée sur l'autel de la grande vitesse, c'est-à-dire des villages qui vont être balafrés par des trains qui vont rouler à 320 km/h, des villages coupés en deux pour des habitants qui ne bénéficieront jamais de ces trains, puisqu'ils ne s'arrêteront jamais dans leur contrée. Donc voilà, j'arrête là sur mon hostilité résolue à ce projet. Pourquoi vous n'y étiez pas ? Pourquoi vous n'y étiez pas ? Parce que ce n'est pas le rôle d'un maire d'aller manifester dans ces conditions-là. J'ai changé de casquette. Je ne suis plus le militant écologiste que j'étais, même si je suis resté dans l'âme. Mais je considère qu'aujourd'hui, je peux bénéficier d'autres outils, d'autres atouts pour combattre ce projet. Et je ne m'en prive pas. Je suis allé tirer toutes les sonnettes ministérielles depuis que je suis maire. J'ai vu la première ministre, Madame Borne à l'époque, le ministre des Transports, le ministre de l'écologie. Je vous promets, je suis allé leur exposer ce qu'était la résistance girondine par rapport à ce projet qui est un projet de notre temps. Et je considère que j'ai cette chance. Moi, si je demande un rendez-vous à un ministre, je ne l'aurai pas le lendemain, mais je peux l'obtenir. Je trouve que c'est bien aussi de temps en temps d'aller leur dire, écoutez, les projets que vous avez sont en train de sacrifier, d'artificialiser nos territoires et nos communes. Et voilà, donc j'ai d'autres outils que d'aller manifester. Et après, il y a des modes de manifestation, je crois, vous l'avoir dit tout à l'heure, auxquels je n'adhère pas forcément en intégralité, mais voilà, chacun se mobilise comme il veut. Moi, je me mobilise en tant que maire, et je vois que la colère, il ne faut pas nier la colère importante qui est montante par rapport à ce projet, mais elle monte actuellement. Et ceux qui sont à l'origine de la colère, sont ceux qui s'obstinent à vouloir imposer un projet qui a été refusé par une commission d'enquête, qu'il a jugé totalement, une commission d'enquête qui a été défavorable à ce projet. Donc certains s'obstinent à vouloir l'imposer, mais qui sème le vent récolte la tempête. Et voilà, l'obstination des uns suscite la colère des autres. Et donc comptez pas sur moi pour critiquer ceux qui ont fait œuvre de colère le week-end dernier, même si je n'étais pas parmi eux. Allez, on passe sur un tout autre sujet. On le fait avec Antoine Train. Donc j'aimerais parler des populations les plus précaires qui sont exclues du centre-ville de Bordeaux et sont amenées vers la périphérie. Pourquoi ne percevons-nous pas les mesures de la ville pour arrêter cette gentrification ? Alors, plusieurs sujets dans votre question. Alors, d'abord, les gens les plus précaires. Moi, je mets d'abord les sans-abri. On a beaucoup de sans-abri à Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes-centres. Et je vous promets que depuis le début de la mandature, nous sommes très soucieux de loger avec nos moyens les sans-abri. Vous savez, la lutte contre le sans-abrisme, c'est une prérogative d'État. C'est l'État qui est normalement compétent pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de sans-abri dans nos villes. Il y en a quand même. Donc nous, on a mis à disposition du bâti municipal, on a mobilisé des opérateurs privés pour avoir des logements d'accueil provisoire en attendant que certaines opérations puissent être menées à bout. On a organisé à Bordeaux la nuit de la solidarité pour recenser précisément les sans-abri, pour aller les voir un par un en mobilisant beaucoup de bénévoles. Si ça vous intéresse, la prochaine édition aura lieu, je ne sais plus la date, mais regardez les journaux, on mobilise beaucoup de bénévoles pour nous accompagner, pour faire ce recensement à l'occasion de la nuit de la solidarité, pour aller discuter avec ces sans-abri qui sont là et auxquels souvent trop de gens refusent de parler. Donc on discute avec eux, on essaie de trouver des solutions, on essaie de les loger quand c'est possible. Mais bon, je le redis, c'est une responsabilité qui incombe à l'État. Et pour nous, ce qu'on fait, c'est relativement lourd. Donc,
là, je ne veux pas parler que du sans-abri, mais je voulais commencer par ça. Et sur le volet gentrification, c'est quoi les leviers d'un maire alors, aujourd'hui ? La gentrification, enfin, je suis désolé, Bordeaux est une ville qui a un retard inouï en matière de logement social. Meilleure façon d'éviter la gentrification, c'est de promouvoir le logement social. Bordeaux, quand nous sommes arrivés, nous étions à peu près, je crois, 18,7% de logement social, alors que la loi SRU en impose déjà 25%. On était très en retard en matière de logement social. Depuis qu'on est là, je vous promets que l'on fait de gros efforts pour promouvoir le logement social, notamment dans toutes les grandes opérations d'urbanisme dont la ville a la maîtrise. On impose aux partenaires 40% de logement social. 40% de logement social, enfin entre 35 et 40% pour être plus précis. Je vous promets que c'est un ratio très, très important. On est loin des 18% ou 19% dont on a hérité. Donc un gros effort pour le logement social. C'est nous aussi qui avons obtenu de l'État l'autorisation d'encadrer les loyers. Bordeaux est une ville dans laquelle les loyers augmentaient considérablement. Un maire ne peut pas prendre seul la décision d'encadrer les loyers sur le territoire municipal. Il doit obtenir l'autorisation de l'État, ça c'est l'État jacobin qui le veut. Donc on a présenté un dossier pour obtenir l'autorisation d'encadrer les loyers. On l'a obtenu, les loyers sont encadrés sur Bordeaux. Tout ça, si vous voulez, le logement social, l'encadrement des loyers, il y en a d'autres, ce sont des outils pour éviter précisément la gentrification. Il y en a quand même dans toutes les grandes villes, il y a effectivement une gentrification, mais il n'y a pas une volonté d'envoyer vers les territoires voisins les habitants. Voilà, nous, une ville, pour moi, c'est d'abord un écosystème, c'est-à-dire où il y a de la pluralité. Moi, je ne rêve pas d'une ville où il n'y aurait que des bobos, si c'est ça le sens de votre question. Moi, je veux qu'il y ait de la biodiversité en ville, une ville vivante. C'est un écosystème vivant et certainement pas une ville ghettoisée, boboisée et qui refuserait de loger ceux qui ont le plus besoin d'être aidés. Et on essaie de le faire, mais c'est jamais assez. On pourra me dire, mais je vous promets que voilà, on fait des efforts assez conséquents. Alors dans cet écosystème, il faut se déplacer. Oui, seriez-vous enclin à rendre les transports gratuits à Bordeaux pour tous les habitants, tels que dans la ville de Montpellier, ou seulement bien le week-end, comme dans la métropole de Nantes ? Ouais. Alors d'abord, les transports gratuits, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont payés par quelqu'un. S'ils ne sont pas payés par l'usager, ils sont payés par le contribuable. Donc quand les gens vous disent les transports gratuits, ils ne sont pas gratuits, ils ne sont pas payés par les usagers, mais ils sont payés par les contribuables. Et les villes, les agglomérations qui ont rendu les transports gratuits, ce sont les villes et agglomérations qui avaient besoin de booster leur transport collectif parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de passagers par rapport à la hauteur de leur investissement. Bordeaux, où c'est payant, on est déjà, enfin vous le savez, vous prenez souvent le tram, j'imagine, pour venir ici, on est déjà sursaturé. On est déjà sursaturé. Donc le rendre gratuit, ce n'est pas la solution. Et en plus, j'ajouterais, je dis gratuit, ce n'est pas gratuit pour tout le monde, mais quand on dit gratuit, ça veut dire gratuit pour les riches, parce que les pauvres, ils ne paient pas. Nous avons une tarification sociale très innovante et très avancée qui fait que les plus démunis bénéficient de tarifs sociaux, voire déjà de la gratuité du tram, c'est-à-dire que eux ont le tram quasiment gratuit. Je ne vois pas l'intérêt de rendre le tram gratuit pour ceux qui peuvent payer. Moi, je peux payer le tram. Je demande rien. Je considère que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que l'auto, le tram. Donc au nom de quoi ça serait ? Au nom c'est le service rendu. Donc le service rendu, je considère que ceux qui peuvent payer doivent payer. Par contre, ceux qui ne peuvent pas payer, je suis pour la gratuité. Mais je ne suis pas pour la gratuité totale, avec un dernier argument qui, celui-là, est très écolo. C'est qu'on s'est rendu compte que dans les villes où les transports collectifs étaient gratuits, ça grappillait beaucoup de marchés au détriment des piétons. C'est-à-dire que quand vous voyez un tram qui passe pas très loin, vous êtes piéton, vous dites bon mais j'ai pas besoin de ticket, c'est gratuit, je prends le tram s'il y a de la place, je prends le tram. Donc moi je préfère être un maire qui encourage la marche à pied. Moi je suis très attaché à la marche à pied. D'abord c'est bon pour la santé de marcher à pied et voilà. Donc voilà, c'est aussi un autre argument. J'en aurais d'autres. Donc je ne suis pas du tout un adepte de la gratuité entre guillemets des transports publics. D'accord, merci.
Concernant l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation en Gironde, débutée en mars 2024, si le projet est concluant, seriez-vous enclin à le mettre en place sur le territoire et pour tous les habitants ? Oui. Pour le moment, on est à l'expérimentation. J'attends de voir ce que donne l'expérimentation, mais ça marche plutôt bien. C'est aussi une façon de faire travailler. C'est très vertueux comme système. Ça permet d'alimenter des personnes qui n'auraient pas accès à une alimentation de qualité en dehors de ce système-là. Ça permet de faire travailler aussi des producteurs locaux. On a ce souci d'associer à la sécurité sociale et à l'alimentation des producteurs locaux, des acteurs associatifs qui nous aident à faire fonctionner le système. C'est un système qui a été au départ initié par le conseil départemental. Il faut lui rendre l'honneur de cette initiative. Et nous nous y sommes associés. Et c'est une expérimentation dont je suis persuadé qu'elle marchera et qu'elle aura vocation à s'étendre. Les besoins, vous le savez, en matière d'alimentation, et je sais y compris chez les étudiants, sont quand même, hélas, de plus en plus préoccupants. Et je pense qu'il est de notre rôle de s'y investir. Question d'actualité que va poser Léo, au cœur de l'actualité même. Vous avez récemment signé un contrat de sécurité avec l'État, si je ne me trompe pas, le contrat de sécurité intégrée. Mais concrètement, certains problèmes de sécurité persistent dans la municipalité. Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires ? Faut-il, par exemple, armer la police municipale ? J'y suis pour rien. Non, le débat sur la sécurité est un débat très intéressant. C'est un souci, la sécurité dans une grande ville comme Bordeaux. Moi, ce n'était pas forcément le rôle auquel je m'étais le plus préparé. Mais quand vous êtes maire d'une grande ville, vous êtes le patron de la police municipale. Vous avez des responsabilités sur ce terrain-là. Je considère aussi que la sécurité, c'est un service public et que nos concitoyens, ceux qui habitent en ville notamment, puisque c'est d'eux dont je parle, ont droit de vivre dans une ville la plus sécurisée possible. Et donc, en tant que maire, je ne peux pas me désintéresser de cette question-là que j'ai pris à bras-le-corps dès le début de mon mandat. Je m'y suis intéressé à telle enseigne que j'ai accepté d'être le président du Forum français de sécurité urbaine qui réunit les maires des grandes villes. Tout le monde était étonné qu'un écolo puisse être sollicité et accepté. J'étais surpris parce que c'est un impensé chez les écologistes. Comment ? Cette question de la sécurité, c'est un impensé pour l'écologiste. Chez certains, oui. Chez certains, certains, pas chez tous, puisque moi je vous dis, ça n'est pas un. Voilà, chez certains, mais comme dans d'autres partis. Hein, quand j'entends certains élus de droite, c'est pire qu'un impensé. C'est de penser que par un coup de baguette, on va rétablir la sécurité dans les villes. Ça, chez eux, c'est un vrai impensé. C'est très compliqué. La sécurité, c'est d'abord compliqué parce qu'il y a plusieurs acteurs. Le premier acteur en charge de la sécurité, c'est l'État. Ça fait partie des prérogatives régaliennes de l'État d'assurer la sécurité sur le territoire national, donc dans les villes. Et nous, avec notre police municipale, nous sommes en charge de la sécurité, mais surtout de la tranquillité publique. Mais nous collaborons avec l'État pour que les rues de Bordeaux soient les plus sécurisées possibles. Alors, c'est pour ça que l'on a signé un contrat de sécurité intégré, avec l'État. Il n'y a pas beaucoup de maires, notamment de maires de gauche, qui le font parce qu'en disant il ne faut pas discuter avec l'État. Mais oui, il faut discuter avec l'État sur ce sujet-là, comme sur tous les sujets. On a signé un contrat, ça veut dire un engagement. Moi, j'ai pris des engagements forts vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire augmenter le nombre de policiers municipaux, ce que j'ai fait depuis le début de mon mandat. Quand je suis arrivé, il y avait 138 policiers municipaux. Aujourd'hui, il y en a 187. J'ai augmenté, et là aussi, contrairement à les prises de position qui étaient les miennes, quand j'étais dans l'opposition, j'étais hostile à la vidéosurveillance. Mais c'est un paradoxe. Voilà, j'ai augmenté le nombre de caméras de vidéosurveillance dans Bordeaux. Il n'y en avait pas beaucoup. On était très en dessous de villes comparables. On est passé, je crois, de 137 à environ 200 caméras de vidéosurveillance. J'ai augmenté le nombre de médiateurs aussi, parce qu'on considère la sécurité, c'est pas que la répression, c'est aussi la prévention, et que quand on est de gauche, on doit avancer sur deux jambes. Et la prévention, la médiation, c'est quand même des outils de lutte contre la délinquance qui ont fait leurs preuves, même si c'est trop souvent les parents pauvres de ce type de dispositif. Donc nous avons, voilà, moi je pense que nous n'avons pas à rougir des efforts que nous avons faits en matière de
mobilisation de notre police municipale pour assurer la sécurité aux côtés de l'État dans Bordeaux. Mais le contrat de sécurité intégré, c'était une façon d'obtenir de l'État des efforts respectifs en disant, écoutez, moi j'ai engagé tant de policiers municipaux, je vous demande, vous aussi État, de mettre dans les rues de Bordeaux. Donc on s'est mis d'accord sur un chiffre de 40 policiers nationaux de plus dans les rues de Bordeaux. On est en train de discuter de la création de nouveaux commissariats également. On a obtenu le financement de certains postes de médiateurs. Donc tout ça, ça a été une longue discussion. Et à l'issue de laquelle, voilà, on est arrivé à la signature de ce contrat avec des engagements réciproques. Après, pour aller jusqu'au bout de votre question, moi j'ai une police municipale qui me dit nous accomplissons de plus en plus souvent des fonctions de sécurité publique qui sont du ressort de l'État. C'est-à-dire que nous sommes trop souvent les primo-intervenants sur un certain nombre de lieux de risques, d'agressions, parfois d'agressions armées. Et ils me disent, écoutez, nous nous sentons totalement démunis et désarmés, puisque la police municipale à Bordeaux n'est pas armée. Nous avons du mal à assumer ces fonctions de primo-intervenants, puisque nous sommes beaucoup plus rapides, plus flexibles, plus nombreux que la police nationale dans les rues de Bordeaux. Donc, en nous refusant l'armement, vous nous exposez, monsieur le maire, et le risque, c'est que pour un certain nombre d'appels du 17, aujourd'hui c'est eux qui sont les primo-intervenants, quand on appelle le 17, le risque, c'est qu'ils soient moins zélés pour se déplacer au motif qu'ils se sentent en danger par rapport à certaines agressions qui peuvent avoir lieu sur notre territoire. Donc, ils sont mis en grève. 99% des syndiqués, ce syndicat CGT, 99% des syndiqués de la CGT se sont mis en grève pour réclamer l'armement létal, parce qu'ils ont déjà des armes, mais non létales. Mais bon, c'est en cours de... C'est pas une décision facile à prendre. Là, vous voyez, on parlait tout à l'heure de débat, de conflit entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Mon éthique de conviction, c'est ce que je leur ai dit la première fois que je l'ai vu, je leur ai dit non. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai pas été élu maire pour armer la police municipale. Voilà, ça c'est mon éthique de conviction. Mon éthique de responsabilité, c'est de ne pas les mettre en danger. Or actuellement, ils me disent, écoutez, nous ne sommes pas respectés et nous avons peur le matin, nous allons travailler la boule au ventre. Vous êtes notre employeur. Nous vous demandons de nous respecter et de faire en sorte qu'on puisse exercer notre métier, non pas pour se servir de l'arme, mais parce qu'on est plus respecté quand on arrive dans un lieu d'agression en étant armé. Donc voilà, c'est en pleine réflexion, et je ne réfléchis pas tout seul. J'ai rencontré beaucoup de maires. J'étais encore la semaine dernière aux journées d'été de l'association des maires des grandes villes de France qui s'appelle France Urbaine, où c'est à peu près beaucoup de maires ont des polices municipales armées, je dois le dire, dans beaucoup de grandes villes. Les polices municipales sont armées, y compris dans des villes écolos. Par exemple, Lyon, la police municipale à Lyon est armée, mais elle avait été armée par un précédent mandat. Strasbourg, la police municipale est armée, elle avait été armée lors d'un précédent mandat. À Bordeaux, pour le moment, elle n'est pas armée. Vous décidez quand? Voilà. Oui, rapidement. Mais je vous dis, c'est une décision difficile à prendre. Elle semble prise quand même, non? Non, pas totalement. Non, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et voilà, donc un cheminement qui n'est pas encore abouti, mais qui va aboutir très rapidement. En plus, qui va aboutir dans le cadre d'une réorganisation. Je me suis rendu compte que la police municipale de Bordeaux, depuis des décennies, n'avait pas ce qu'on appelle une doctrine d'emploi. C'est-à-dire que le policier municipal de Bordeaux, il est embauché, on lui dit toi tu vas aller là, toi tu vas aller là-bas. Ce que nous travaillons actuellement, c'est pour ça que la décision prend du temps, c'est une doctrine d'emploi de la police municipale, c'est-à-dire savoir exactement quelles sont ses finalités. Et voilà, c'est un travail qui prend du temps et qui sera une innovation. On aura une police dotée de cette doctrine d'emploi. Ça nous sera plus facile pour recruter aussi. Ceux qui viendront à Bordeaux sauront exactement à quoi s'en tenir. Donc cette doctrine d'emploi, ça prend un certain temps, mais l'histoire de l'armement fait partie des dispositifs bon, vous nous le direz pas ce soir. Qui aboutiront. Donc voilà, ça. Vous ne le direz pas ce soir. Enfin, on va suivre ça évidemment avec attention. Allez, il nous reste quelques minutes pour cette deuxième séquence. Une question d'Antoine.
Donc j'aimerais aborder les relations entre la municipalité et les différents acteurs de la vie publique. Est-ce que l'on peut parfois parler d'impuissance du politique vis-à-vis d'acteurs ou d'investisseurs privés, par exemple ? Alors vous avez des exemples, vous pouvez préciser un peu. Non, mais c'est un rapport de force, vous savez. Grand marché, il y a un précédent sur cette Quoi, par métropole, c'est les marchés de l'eau, par rapport à la promotion immobilière notamment. Alors, par rapport à la promotion immobilière, alors la politique, c'est beaucoup le rapport de force. C'est-à-dire, pour être respecté, il faut accepter de mener des combats et d'établir un rapport de force. Si vous ne l'établissez pas et que vous dites oui à tout, c'est vrai que vous êtes pommard. Alors, par rapport à la promotion immobilière, par exemple, nous avons décidé à Bordeaux de faire ce qu'on appelle un label qu'on a appelé le label du bâtiment frugal bordelais, c'est-à-dire un certain nombre de conditions pour construire dans Bordeaux. On a une ville, je disais, qui est une ville de pierre, mais j'ajoute que c'est une ville qui a été très bétonnée ces dernières années. Donc une ville très, très bétonnée, moi ce n'est pas mon rêve urbain. Donc nous avons mis au point ce label du bâtiment frugal bordelais. On l'a mis au point avec les professionnels de la construction, notamment les promoteurs immobiliers, pour établir un certain nombre de prescriptions, c'est-à-dire tous les nouveaux permis de construire. Alors, ça ne concerne pas, hélas, les bâtiments qui sortent de terre, parce que souvent, c'est des permis de construire qui avaient été donnés par mes prédécesseurs, mais actuellement, les permis de construire qui nous sont déposés répondent aux prescriptions de ce label du bâtiment frugal, dans lequel on impose plus de béton, mais des matériaux biosourcés ou géosourcés. On impose également obligatoirement des espaces extérieurs. On impose également de la végétalisation autour des immeubles. On impose également une concertation avec les habitants, avec ce qu'on appelle le déjà là, c'est-à-dire les habitants qui sont déjà dans la rue avant qu'ils découvrent un permis de construire affiché. On impose des bâtiments traversants avec une ventilation naturelle pour éviter la climatisation. Donc ça, c'est un peu un rapport de force. On va revenir à la question. Oui, justement, le rapport. Au fond, c'est quoi le rapport que vous, Pierre Urmic, maire de Bordeaux, vous avez à ces opérateurs, ces grands opérateurs privés? C'est un rapport de partenariat, un rapport de confiance, un rapport de défiance, de méfiance? Non, pas de défiance, mais de partenariat. Je ne vous cache pas qu'ils ne m'ont pas vu arriver, ils ont dit un écolo. Beaucoup pensaient que c'était la fin du monde de voir un écologiste maire d'une grande ville comme Bordeaux. Donc il a fallu établir ce rapport de confiance. Et moi je crois beaucoup, ma vision de l'écologie, ce n'est pas une écologie punitive, c'est une écologie de négociation. Et donc c'est plus long que d'imposer, mais à mon avis c'est beaucoup plus solide. Et donc, je crois assez rapidement, ils ont vu que j'essayais d'établir ce rapport de confiance, d'ouverture, de pragmatisme aussi. Et je pense que ça les a un peu rassurés. L'écologie, peut-être qu'on en parlera après de ma vision de l'écologie. Moi, je ne suis pas un adepte de l'écologie punitive. Je considère que l'écologie punitive, c'est la non-écologie. C'est-à-dire ne pas faire d'écologie demain, c'est se préparer de ne pas faire d'écologie aujourd'hui, c'est se préparer à des demains difficiles et punitifs. Donc, moi, je suis pour une écologie partagée. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire avec tous les professionnels que je suis amené à rencontrer. Ça prend parfois du temps, mais il faut, j'emploie l'idée d'écosystème pour une ville. C'est un écosystème, donc il faut que toutes les branches de l'écosystème puissent normalement fonctionner, se respecter et travailler en confiance. Et voilà, c'est ma façon de concevoir aussi mon rôle de maire. Une dernière question sur la vie municipale et ensuite on aura le bloc politique national. Pour finir, nous aimerions vous demander où en est le projet de la maison de l'esclavage et de la résistance à Bordeaux et comment prévoyez-vous de l'intégrer dans la mémoire collective de la ville? Alors, c'est un sujet qu'on travaille depuis le début de notre mandat. Pour le moment, nous avons beaucoup renforcé cette mémoire-là à travers le musée d'Aquitaine, disant moi je ne suis pas pour créer des cités, des constructions. D'abord parce que sachez que par rapport à la période précédente, aujourd'hui, les villes ont beaucoup moins d'argent qu'elles n'en avaient auparavant. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de dire je vais créer un monument, un musée par exemple. On est en train de rénover un certain nombre de musées de Bordeaux, ce qui est extrêmement budgétivore, mais nous n'envisageons pas de créer
un musée actuellement, en tout cas pendant ce mandat, à la mémoire d'esclaves. Par contre, nous faisons un gros travail pour la mémoire. Je pense que c'est important. Cette mémoire-là, donc, je le disais, un travail très important réalisé au musée d'Aquitaine en profitant de la fréquentation du musée d'Aquitaine. C'est un musée très fréquenté dans lequel il y a toute une partie qui est dédiée à cette mémoire de l'esclavage. C'est peut-être aussi didactique, aussi pédagogique qu'un lieu qui serait exclusivement dédié. Là, c'est dans un musée, donc je pense que beaucoup prennent conscience de ce qu'a été le passé triste de Bordeaux. Pareil pour le passé de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons une initiative à Bordeaux qui fonctionne très bien. C'est ce qu'on appelle les pavés de la mémoire, c'est-à-dire on honore un certain nombre de résistants ou de déportés bordelais en mettant un pavé, ce qu'on appelle un pavé de la mémoire, devant chez eux. C'est notre façon d'honorer leurs souvenirs. Et l'un des derniers que j'ai pu poser, c'était rue de la Rousselle, à la maison où avaient habité les parents de Boris Cyrulnik. Vous savez, Boris Cyrulnik, ses parents habitaient Bordeaux. Ils ont tous été emprisonnés avant d'être déportés à la synagogue. Et Boris Cyrulnik, enfant, a pu s'échapper, mais ses parents sont morts en déportation. Et on a tenu à honorer Boris Cyrulnik et ses parents déportés en mettant ce pavé de la mémoire, rue de la Rousselle, devant chez eux. Mais je peux vous dire que j'ai vu ce jour-là un Boris Cyrulnik très ému et qui m'a dit « c'est la première fois qu'on offre une sépulture à mes parents ». Et j'étais assez content de la façon dont Bordeaux honorait la mémoire d'un certain nombre de personnes maltraitées par l'histoire. Merci pour vos réponses. Merci à tous les trois pour vos questions et vos interventions. Vous avez le droit de boire un coup d'eau parce que là, c'est la dernière séquence de ce grand oral. Oui, là, on va parler... Allez, on vous attend Mathis Caron, Henri Sarr et Baptiste Perron. On va parler de politique, comme toujours, mais de politique nationale, la place de l'écologie, la conception que vous faites de l'écologie. Voilà, jeunes gens, installez-vous. Et c'est donc Mathis qui va ouvrir le bal des questions. On vous écoute. Alors, monsieur le maire, je vais entamer cette séquence donc, sur la perspective nationale de l'écologie avec une question qui concerne l'avenir de l'écologie au niveau national. On sait que maintenant le nouveau Front populaire s'est imposé dans la durée, en tout cas pour le moment en France. Est-ce que vous considérez que l'avenir de l'écologie en France passe forcément par une alliance avec le reste de la gauche ? Alors, je vais vous donner ma vision, moi, de la politique. Voilà. Et ça sera une réponse à votre question. Je pense que c'est par les territoires que l'on va sauver la politique et c'est pas par les alliances nationales. Je pense que la vie politique nationale est, en mon sens, très, très sclérosée. On le voit actuellement. Et je pense qu'au niveau local, nous avons des moyens politiques dont ne disposent pas forcément les élus nationaux. Moi, je dis souvent que la ville, la commune, c'est une petite république dans la grande. C'est-à-dire que ce que l'on peut faire au niveau local peut être dupliqué au niveau national. Quand je dis qu'on essaie d'avoir à Bordeaux, de transformer cette ville pour en faire une ville écologique, une ville adaptée aux défis climatiques, je suis persuadé que les recettes locales pourront être plus tard dupliquées au niveau national. Vous allez me dire c'est peut-être très prétentieux, non, c'est surtout très, 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 très ambitieux. Nous avons au niveau local une agilité, une inventivité que l'on ne retrouve pas forcément au niveau national. Et moi, si j'ai décidé d'être maire, ou si j'ai souhaité être maire, c'est précisément me disant il faut réinventer l'écologie, il faut réinventer la politique, et on va le faire par les territoires. D'où une volonté de peu m'impliquer dans les débats nationaux. Ça m'est souvent reproché, mais je vous le redis, ce que m'a appris Jacques Ellul, c'est un homme de parti, c'est une partie d'hommes, donc je n'ai jamais pris aucune responsabilité, ni locale ni nationale, dans aucun parti, quand bien fut-il écologiste. Et je crois aussi que, vous savez, Ellul a une formule que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais que je trouve très vraie. C'est Ellul qui est même la formule a été depuis dupliquée par d'autres. C'est lui qui est à l'origine de la formule penser globalement, agir localement. Et penser globalement, c'est ce que l'on fait, notamment dans la période où des études, qui est la vôtre.
Et après, voilà, une fois qu'on a pensé globalement, on se soucie d'agir localement. Et je suis persuadé maintenant qu'on peut inverser la formule des LUL, c'est-à-dire on peut agir globalement et penser localement. C'est-à-dire que c'est en transformant nos territoires, en transformant nos petites républiques, qu'on réussira à réinventer la politique nationale. Moi, j'ai une alliance politique, pour parler politique. Moi, j'ai été élu avec une liste sur laquelle il y a beaucoup d'écologistes, il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a la moitié de la liste était société civile, donc une alliance électorale. Donc je peux dire que globalement, elle marche bien. Là aussi, excusez-moi de parler d'écosystème. Notre écosystème municipal, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas quelques tensions, et puis on va rentrer dans une période préélectorale, donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques tensions, mais quand je vois par rapport à ce qui se passe dans notre ville, globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a un esprit girondin. Je suis, moi, très attaché à cet esprit girondin. Nous sommes les héritiers d'une histoire. L'histoire des Girondins, c'est-à-dire que nous sommes en terre aussi de résistance par rapport au pouvoir central trop jacobin. Donc je suis très attaché à cette dimension locale. Quand je parle d'écologie à la bordelaise, il m'arrive de le faire, mais écologie à la bordelaise, c'est une écologie qui est émancipée des oukases nationales, c'est une écologie qui est inventive, je crois, c'est une écologie qui est pragmatique. C'est ça ma vision de l'écologie. Je pense que si ça marche à Bordeaux, ça pourra marcher aussi à une autre échelle. Donc c'est ma contribution à la vie politique nationale. Moi, je me souviens très bien que François Mitterrand avait été élu en 1981 parce qu'il avait dans son équipe des tas de maires, des grands maires, de villes qui avaient basculé, qui étaient devenues des villes PS quelques années avant. Je pense à Grenoble avec Dubedou, je pense à Nantes avec Chenat, je pense à Lille avec Pierre Mauroy, Marseille de Fer, et il y a des tas d'autres. Donc ce sont ces maires socialistes qui ont assuré la crédibilité du socialisme pour que finalement les Français fassent confiance à un candidat socialiste pour gérer le pays. Et je pense que maintenant, moi, ma vision de l'écologie, c'est un peu celle-là, de dire si on veut avoir une présidente ou un président écologiste un jour, et je le souhaite, c'est aussi parce qu'il y aura eu des maires écologistes qui auront réussi. Et c'est ça, ma contribution au succès de l'écologie, plus que les martingales électorales, si vous voulez, qui, vous l'avez deviné, me passionnent pas beaucoup. Alors, moi, j'ai pas d'insoumis dans ma majorité municipale. C'est pour ça qu'elle marche marche bien. votre question. Moi, j'aime bien, quand je dis que je suis plus girondin que girondin, je suis loin des oukases partisanes nationales ou jacobines, mais je suis aussi loin du bruit et la fureur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ma vision de la politique, c'est pas le bruit et la fureur. J'ai une vision beaucoup plus apaisante de la politique. Après, ça a été une alliance électorale. Moi, ça m'est facile de parler d'où je parle, puisque à Bordeaux, c'est pas le cas. Après, il y a une alliance électorale du Nouveau Front populaire qui a plutôt bien fonctionné. Donc, loin de moi l'idée de la critiquer. Mais je vous donne mon point de vue d'élu local. Si j'étais candidat à la députation, je ne tiendrais pas forcément le même discours, mais je ne le suis pas. Et j'aime bien me situer au niveau où je suis, avec toujours cette vision très girondine des choses. Allez, d'accord, alors je me permets juste de préciser ma question. Vous avez cité tout à l'heure Maurice Clavel avec une certaine pointe d'ironie. Avec la phrase suivante, avant de pouvoir battre la droite, la gauche doit pouvoir battre la gauche. Oui. Est-ce casser la gauche. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, sur cette question de l'avenir de la gauche au niveau national, mais aussi local, puisque vous parlez de l'implantation des partis, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la gauche doit battre une partie de la gauche pour pouvoir perdurer ? Oui. Je pense que la gauche doit se réinventer, doit faire l'effort de se réinventer. Et pour moi, elle doit se réinventer autour de l'écologie. Pour moi, la matrice réformatrice de ce pays, c'est l'écologie. Et tant que la gauche ne fera pas l'effort de dire c'est autour de l'écologie, c'est autour de la bifurcation écologique que l'on va changer le monde, à mon avis, elle passera à côté. Donc, vous voyez, elle doit se réinventer autour de l'écologie. Je suis très ferme là-dessus. Mais pas de n'importe quelle écologie. Enfin, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Mais on va en parler. Voilà, l'écologie, je vais employer une image simple. Je ne suis pas pour juste l'écologie. Je suis pour une écologie juste.
Et donc, ma vision de l'écologie, c'est vraiment une vision de gauche, c'est-à-dire une écologie solidaire. Je considère qu'aujourd'hui, les premières victimes des dérèglements climatiques, ce sont les plus démunis d'entre nos concitoyens. Les riches en sortent beaucoup mieux par rapport aux dérèglements climatiques que les plus démunis. Donc, une vision de l'écologie, elle doit forcément être une vision solidaire. Je dis, c'est pas juste l'écologie, c'est l'écologie juste. Croyez-moi, c'est pas un slogan, c'est une conviction. Et c'est vraiment autour de cette vision de l'écologie qui est la mienne que je crois la gauche doit se réinventer. Alors justement sur cette nécessité que vous citez de réinventer l'écologie pour pouvoir perdurer, aujourd'hui tous les politiques semblent s'approprier l'écologie. On voit que l'écologie c'est un sujet qui se multiplie dans de nombreux débats et qui devient plutôt apartisan. On entend beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques en parler à gauche comme à droite d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'écologie appartient-elle encore aux écologistes? Et je vais même pousser la question encore plus loin, est-ce que l'écologie appartient encore à la gauche? Merci de votre question. Je suis très pertinent, les autres l'étaient aussi, mais vous avez raison. Moi, je pense que nous ne sommes pas les propriétaires de l'écologie. Mais par contre, nous en sommes les diffuseurs. Et j'ai envie de dire les diffuseurs exclusifs. J'entends certains, de ma droite, vous avez raison, qui parlent beaucoup d'écologie. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour l'écologie? Rien. Rien. Regardez le gouvernement actuel, les premières économies qu'ils font, c'est de saquer le fonds vert, par exemple. C'est la première variable d'ajustement, c'est de dire, bon non, mais l'écologie, ça peut aller plus tard. On a un Premier ministre qui a parlé de dette financière et de dette écologique, mais les premiers désengagements, j'attire votre attention là-dessus, la première variable d'ajustement, c'est de réduire les moyens alloués en disant ça peut attendre plus tard, c'est-à-dire on est écologiste, mais il y a d'autres urgences. Mais non, il n'y a pas d'urgence. Moi, je pense que l'urgence climatique, c'est la première des urgences, et ça nous différencie de beaucoup des gens de droite. Ça, c'est évident, pour qui c'est un slogan. Puis, quand vous êtes conservateur, il n'y a pas de raison de dire il faut changer nos habitudes, il faut changer de monde. Ils sont conservateurs, donc le monde tel qu'il est aujourd'hui construit leur convient parfaitement. Donc l'écologie, c'est quand même une vraie bifurcation, une vraie révolution, un changement d'appréhension du monde. Donc je crois qu'ils ne l'ont pas. Et à gauche, vous avez raison, tout le monde n'est pas écologiste. C'est pour ça que je pense que cette réinvention de la gauche, elle doit reposer là-dessus. Alors, sur la gauche, pour préciser la question, est-ce que vous pensez que réinventer l'écologie, ça peut se faire en coopération avec la France Insoumise, par exemple? Moi, je crois plus, si vous voulez, à la qualité des hommes et des âmes que la qualité des étiquettes. Je pense qu'à la France Insoumise, il y a des gens sincères avec qui, moi, j'ai envie de travailler. Mais bon, l'étiquette, je pense que j'ai, par rapport à certaines orientations, que je ne vais pas détailler ici, de vraies divergences. Donc qu'il y ait, à la gauche, c'est une grande famille, qu'il y ait à l'intérieur des militants et des électeurs de la France Insoumise des gens avec qui je peux partager un certain nombre de priorités, ça me paraît évident. Donc voilà, pas d'exclusive, mais bon, vous avez compris ce que sont mes réticences par rapport aux étiquettes politiques en général, et j'ai envie de dire à celle-là en particulier. Parfait, c'est assez clair. On va passer sur un autre sujet, et c'est Henri Sarr. Alors, monsieur le maire, vous parliez beaucoup des territoires, de la renaissance politique par les territoires. Alors, je vais vous parler de territoires, mais en particulier de la ruralité. Oui. Et je vais rentrer en matière par cette question. Comment expliquer le malaise des écologistes face aux manifestations des agriculteurs il y a quelques mois? Parce qu'il y a agriculteurs et agriculteurs. Excusez-moi, moi je pense qu'il y a des agriculteurs qui sont très écologistes. Vous avez la Confédération paysanne et vous avez la FNSEA. Vous avez la FNSEA, je le dis, qui est le fossoyeur de l'agriculture paysanne dans ce pays. La FNSEA, c'est le syndicat des grands producteurs céréaliers, c'est-à-dire des agrochimistes qui ont tué la paysannerie. Je ne me sens aucune complicité vis-à-vis de ces gens-là. Je le dis de façon peut-être un peu caricaturale, un peu raide, qui mériterait, si nous avions plus de temps, davantage de nuances, mais je considère que la FNSEA est le fossoyeur de l'agriculture paysanne, qu'heureusement, il y a des syndicats comme la Confédération paysanne, avec qui je partage les combats, que j'ai reçus à mon bureau à la mairie, qui défendent une vision d'une agriculture paysanne qui me paraît davantage en phase avec le défi climatique.
Les autres, c'est quand même la promotion de l'agrochimie, des pesticides, des bassines, enfin de tout ce qui tue la paysannerie. Et voilà, donc je ne me sens pas proche des manifestations organisées par la FNSEA et quelques syndicats qui gravitent autour, mais je me sens très proche des préoccupations de la Confédération paysanne. Voilà, moi je suis un rural, hein, je suis un faux urbain, je suis né au Pays Basque, je suis dans une commune à Saint-Palais. Je ne me considère pas comme étant un urbain coupé du lien que nous devons avoir avec la ruralité. Et mon combat auquel vos camarades faisaient référence tout à l'heure contre la LGV GPSO entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux-Dax, c'est aussi parce que c'est une façon de promouvoir les grandes métropoles en les reliant entre elles. C'est se fait aussi au détriment des territoires traversés et notamment des territoires ruraux qui se sentent totalement abandonnés par ces grands projets qui sont des projets de notre temps. Et en tant que maire de Bordeaux, vous savez, quand j'ai été élu, l'une des premières décisions que j'ai prises aussi, ça a été de dire que je vais mettre fin au slogan que j'avais combattu quand j'étais à l'opposition, qui s'appelait Magnétique Bordeaux. Magnétique Bordeaux, ça voulait dire on va tout faire venir sur Bordeaux, les habitants, les activités économiques, et au détriment des territoires qu'on appelle les territoires périphériques, que j'appelle jamais territoires périphériques parce que je trouve ça trop condescendant. Je préfère employer l'expression de territoire voisin. Donc on a tout voulu concentrer à Bordeaux au détriment des territoires voisins, les services publics, les médecins, les centres hospitaliers, tout pour les métropolitains. Et pendant ce temps, les zones rurales, ils voient disparaître la poste, ils voient disparaître le médecin, le pharmacien, etc. Je pense que les métropoles, et c'est un élu d'une grande ville qui le dit, se sont montrés dans le passé beaucoup trop égoïstes au détriment des territoires voisins, sans vision de l'aménagement du territoire. On peut être maire d'une grande ville et dire on a besoin d'une vision de l'aménagement du territoire. Je vous promets que nous travaillons beaucoup à la ville et à la métropole pour avoir une meilleure coopération avec les territoires voisins. Sinon, c'est de la machine à gilets jaunes. Hein. C'était quand on a vu qui c'était les gilets jaunes. Alain Juppé a eu du mal à comprendre les gilets jaunes et il a été très meurtri par les gilets jaunes qui sont venus manifester dans sa ville. Mais ce n'étaient pas les Bordelais qui manifestaient, c'était les habitants des territoires ruraux qui venaient protester contre l'arrogance des grandes villes en disant mais vous êtes des enfants gâtés de l'aménagement du territoire, vous avez tout dans les grandes villes et nous on est en train de crever gentiment. Et je dis ça nous interpelle quand même quelque part. Donc il faut que les villes, les métropoles soient beaucoup moins égoïstes, beaucoup moins magnétiques qu'elles ne l'ont été dans le passé. Donc je vous promets que je suis un maire qui regarde au-delà de la rocade et qui se soucie un peu de ce qui se passe dans tous ces territoires voisins. C'est suivante qui est tout à fait liée. Voilà. Justement, vu que vous regardez au-delà de la rocade, j'espère que vous avez vu qu'au-delà de la rocade, c'est l'extrême droite qui fait des grands scores et c'est pas l'écologie. Alors comment expliquer ce manque de succès de l'écologie dans ces territoires ruraux et l'écologie n'est-elle pas devenue le moteur de l'extrême droite dans les territoires ruraux ? Non, ça je peux pas. Le début de la question, oui, mais le moteur, non. Le moteur sont quand même certains partis ont quand même un peu fricoté intellectuellement ou idéologiquement avec l'extrême droite, je crois, et assume, ou même électoralement, assume comme une lourde responsabilité sur cette promotion de l'extrême droite. Je crois que ces écologistes ont toujours été très nets vis-à-vis de cette idéologie mortifère. Mais par contre, moi je suis comme vous préoccupé par effectivement le fait que ces territoires-là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure des Gilets jaunes, sont des territoires qui se sont sentis abandonnés et qui actuellement tombent un peu dans les bras des populistes du Rassemblement national et de l'extrême droite. Les écologistes ne parlent pas à ce milieu rural. Alors je vais vous dire, c'est la question d'Henri. C'est vrai. On est passé implanté. La politique, c'est d'abord une question d'implantation, et c'est vrai qu'on est peu implanté dans ces territoires voisins. C'est pas bien, et franchement, je le regrette, et c'est un loupé. Mais est-ce que c'est pas aussi des mesures que vous prenez qui sont perçues toujours comme étant contre les habitants des zones rurales? Est-ce que les habitants des zones rurales se disent pas, en fait, c'est toujours nous qui sommes visés
par les mesures des écologistes? Vous savez, nous, on est pour la promotion des circuits courts en matière alimentaire, par exemple. Je vous promets que Bordeaux est très connecté à tout son hinterland maraîcher, notamment faisant en sorte que notre restauration scolaire, c'est 22 000 repas par jour, ce soit le plus possible des nourritures, des aliments qui sont produits dans une ceinture maraîchère autour de Bordeaux. On essaie de faire travailler des propriétés bio. On a une majorité de nourriture qualifiée bio dans nos cantines municipales. On essaie vraiment d'encourager une forme d'agriculture dont on est persuadé que c'est cette agriculture-là qui sauvera les territoires. Mais comment vous expliquez? Vous avez évoqué l'implantation. Alors certes, c'est un des facteurs, mais au fond, le discours, il n'imprime pas. Le discours des écologistes n'imprime pas en zone rurale, comme il imprime en ville. Oui, il n'imprime peut-être pas encore, mais c'est un discours récent, le discours écologiste aussi dans la vie politique. Il faut quand même du temps pour qu'un parti politique... Mais ça ne questionne pas le discours que tiennent les écologistes sur le monde rural? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes... Est-ce qu'il ne faudrait pas précisément s'interroger là-dessus? Oui, vraisemblablement. Alors qu'on ait des marges de progression, je vous l'accorde, mais je ne crois pas que sur le discours, c'est aussi l'implantation dans les zones rurales. On n'est pas bon, on n'a pas su faire, et je pense qu'on a de vraies marges de progression. Mais je ne vous laisserai pas dire que le discours écolo, il est anti-ruralité. Au contraire, je pense qu'on est les seuls à tenir ce discours anti... je ne veux pas faire de la FNSA un bouc émissaire, mais moi je pense que c'est l'agrochimie qui a tué l'agriculture paysanne. Vous connaissez beaucoup de politiques qui le disent, ça, c'est un vrai lobby, la FNSEA. Ils co-gèrent le ministère de l'Agriculture depuis des décennies, que ce soit des ministres socialistes ou des ministres de droite. Il y a toujours cette co-gestion avec la FNSEA, qui, eux, franchement, ne roulent que pour un type d'agriculture qui a tué la paysannerie et donc qui a contribué à tuer aussi les territoires ruraux. Moi, je pense que nous, quand on fait la promotion d'une agriculture bio, d'une agriculture paysanne, ça veut dire qu'on s'intéresse quand même à ces territoires ruraux. Donc, je ne crois pas qu'on puisse opposer la pensée écologie, même s'il y a plus d'écologie dans les zones urbaines, ça je vous l'accorde, mais je ne pense pas qu'on puisse opposer notre discours avec la fin de la ruralité. Au contraire, je pense qu'on a une volonté de travailler en coopération avec les zones rurales. Je reviens à la FNSEA, ça reste le syndicat majoritaire. Oui. Et là, pour le coup, c'est le réel. Donc c'est comment on fait? Parce que là, vous tapez comme un sourd sur pas syndicat. comme un sourd, mais sans nuance, on va dire. Mais voyez, le changement, vous le savez, c'est lentement. Et alors, on peut pas à coup d'injonction dire voilà comment il faut faire, voilà le modèle. On sait que vous le voyez dans le monde du vin. La transition vers un modèle plus vertueux, ça prend 10, 15, 20, 25 ans. Mais c'est amorcé. Moi, ce qui est important, c'est la trajectoire. C'est que les choses s'amorcent. À l'échelle du temps, vous savez, c'est le temps long qui compte en politique. Est-ce que j'ai le temps de dire une anecdote? Allez, une anecdote sur le temps. Parce qu'il reste des questions quand même. Le temps long en politique. Les Chinois n'ont pas du tout la même vision que nous du temps long en politique. Et je me souviens des mémoires d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, un jour, il est allé discuter avec Chou Enlai et parler de la révolution. Il dit est-ce que la révolution, oui, c'est comparable à la révolution française? Et il dit à Chou Enlai, il dit tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, vous, monsieur Chou Enlai, de la Révolution française? Et à ce moment, Chou Enlai il a répondu je pense que c'est un peu tôt pour juger. Et ça m'avait frappé. Je pense que là, j'ai compris que la politique, c'est du temps long. Et l'implantation des écologistes dans les zones rurales, c'est peut-être du temps long, mais ça viendra. Je pense que c'est un petit peu amorcé. Ne soyez pas impatients. On n'est pas impatient, on regarde le monde tel qu'il fonctionne. Allez, Baptiste Perron, sur un autre sujet, on va parler d'énergie. Oui, c'est ça, monsieur le maire. Sur le domaine de l'énergie, donc la France, elle est un des plus grands producteurs en termes de nucléaire. Et du coup, cette source d'énergie, c'est une question qui divise l'ensemble du spectre politique. Vous, en tant que maire de Bordeaux, est-ce que vous êtes pour la fermeture des centrales nucléaires? Si oui, comment? Je suis pour la fermeture. Alors, s'il y a bien un débat, voilà, je suis
Je pense que les centrales nucléaires, ça a correspondu au technosolutionnisme des années 60, en disant on va pouvoir continuer à gaspiller l'électricité, à consommer, à s'abstenir de tout esprit de sobriété, parce qu'on aura une électricité bon marché. Mais il faut voir à quel prix le nucléaire est devenu extrêmement coûteux. Regardez le père de Flamanville qui a déjà coûté 10 fois le prix qui avait été initialement annoncé. Donc c'est non seulement une source d'électricité qui est extrêmement dangereuse. Il y a rarement des accidents nucléaires, vous me direz, mais quand il y en a, il vaut mieux pas être dans le pays concerné quand même, ou dans la région concernée. Donc il y en a peu, mais voilà, j'aime autant que ce ne soit pas chez moi quand même. Je pense que des économies plus décentralisées me paraissent davantage adaptées. La France, on est les champions du monde du nucléaire, mais vous remarquez, on est champions du monde parce qu'on est les seuls. Beaucoup de pays ont tourné le dos du nucléaire. Alors, les Allemands, on va me dire, sont dans une passe difficile, etc. Ce qui est vrai, mais parce que c'est difficile de tourner le dos au nucléaire quand on y a mis le doigt. Mais il y a des tas de pays qui n'ont jamais choisi le nucléaire et qui aujourd'hui ne sont pas plus malheureux que nous sur le terrain énergétique. Moi, j'ai là aussi, si vous voulez, plutôt que faire de grands discours sur le nucléaire, mais en tant que maire, je préfère montrer qu'il y a des solutions qui fonctionnent localement, des circuits courts. Pour ça que je fais la promotion de l'énergie solaire. C'est pas en disant je suis contre le nucléaire. Ça n'intéresse personne de savoir si je suis pour ou contre le nucléaire. Mais d'arriver à faire de Bordeaux une ville solaire qui sera une ville autonome sur le plan énergétique, ça c'est mon job de maire et c'est ma façon de participer à ce débat en disant il faut encourager les énergies renouvelables et c'est ce que l'on fait à Bordeaux. Voilà, il y a l'énergie solaire, mais il y a aussi des tas d'autres sources que l'on encourage. Mais voilà, donc les réseaux de chaleur, je pensais à la géothermie, à laquelle je crois beaucoup aussi. Donc voilà, mon rôle de maire, c'est d'encourager toutes les solutions, ce qu'on appelle les énergies douces, et voilà, qui me paraissent préférables naturellement au plus clair, et faire la preuve que cela est totalement adapté à notre territoire. Moi, je préfère habiter à côté d'une centrale solaire, voire même d'un champ d'éoliennes, plutôt que d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. S'il y a des gens qui préfèrent habiter à côté d'une centrale nucléaire et qui se sentent en sécurité, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Moi, je préfère habiter à côté d'autres sources d'énergie que celle-là. Alors, justement, les éoliennes. Donc, en effet, oui, vous avez parlé beaucoup du solaire. Moi, j'aimerais parler de l'éolien. L'éolien qui est souvent critiqué, notamment du coup dans les zones rurales, comme on en parlait. Donc, ma question, c'est où est-ce qu'on implante les éoliennes ? Dans Bordeaux ? Non, alors le tissu urbain n'est pas adapté. Autant il est adapté au solaire, pour ça qu'on force là-dessus. Autant les éoliennes, c'est pas adapté au tissu urbain, donc il ne faut pas raconter des chansons. On n'a pas la possibilité. Il ne faut pas mettre des éoliennes à proximité des habitations, ni en ville, ni à la campagne. Donc les éoliennes, il ne faut pas les mettre n'importe où si vous voulez décourager les gens vis-à-vis de cette vraie source d'énergie que sont les éoliennes. Vous les implantez n'importe où, et là vous allez fabriquer effectivement des anti-éoliens primaires. Mais je note qu'il y a vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis des éoliennes, une sévérité qu'on n'a pas eue il y a quelques années vis-à-vis des lignes à grande tension. On a regardé nos campagnes, on les a totalement défigurées avec ces lignes à grande tension. Vous pouvez difficilement vous promener dans un certain nombre de campagnes sans tomber sur ces lignes à grande tension qui sont dues à quoi ? Elles sont dues au nucléaire, parce que le nucléaire, c'est un système qui est hyper centralisé, qui produit beaucoup d'électricité, et donc pour distribuer cette électricité un peu partout dans le pays, vous avez besoin de ces horribles pylônes à haute tension qui ont défiguré nos campagnes, et à mon avis qui les défigurent beaucoup plus que quelques champs d'éoliennes. Alors les éoliennes, il ne faut pas les mettre n'importe où, on peut les mettre au bord d'autoroute. Moi je vois en Espagne, en Navarre, il y a des éoliennes en bordure d'autoroute, ça ne gêne strictement personne, donc il faut pas les mettre n'importe où. Puis il y a l'éolien offshore aussi, qui est une vraie source d'énergie renouvelable appréciable. Donc on a des tas de ressources dans ce pays. Mais si on avait mis en France, pour les énergies renouvelables, 1/100 de l'argent qu'on a mis dans le gouffre du nucléaire, on serait les champions du monde aujourd'hui des énergies renouvelables. Ça n'a pas été le cas. Une dernière question, parce qu'on va arriver au bout du temps. Dernière question sur l'actualité. Donc, il y a la société M qui prévoit de construire une usine de conversion de nickel pour la production de batteries électriques. Donc, cette nouvelle source d'activité, elle est polluante.
Alors, est-ce que vous concédez que l'effort de réindustrialisation de la France devra engendrer encore et toujours plus de pollution? Voilà, merci pour cette question. C'est un sujet que je suis de près, ce projet M. Dès le début, j'ai considéré qu'un projet de cette envergure-là devait être discuté avec la population et donc il fallait saisir la Commission nationale du débat public. Vous savez, cette saisine de la Commission nationale du débat public, elle est saisie à partir d'un certain seuil de financement d'une infrastructure industrielle. Il se trouve que le projet M est juste en dessous du seuil de déclenchement obligatoire de saisine de la Commission nationale du débat public. C'est évident que le seuil va être très rapidement dépassé et que donc un projet de cette nature, de cette envergure, doit être relevé de la Commission nationale du débat public. Je l'ai demandé dès le début aux porteurs du projet en leur disant, écoutez, vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps, mais en fait, vous allez en gagner dans la mesure où, sinon, vous allez avoir recours sur recours. Présentez votre projet à travers un outil démocratique qui est incontestable. Et je note que cette idée, nous les écologistes, quand je dis moi, mais nous les écologistes, on était les seuls à la proposer. Je vois qu'elle est en train de faire du chemin et que beaucoup considèrent que c'est une façon de sortir par le haut de ce projet que de faire en sorte que les habitants, la population, aient une information transparente sur un projet qui est immense, qui est en zone humide, qui va quand même considérablement changer quand même le biotope de l'endroit où on prévoit de l'implanter. Je crois que ça mérite un vrai débat et je ne désespère pas qu'on finisse par imposer aux porteurs du projet la saisine de cette commission nationale du débat public. Avec d'autant plus un petit argument, c'est que cette commission nationale du débat public, qui fonctionne plutôt bien, on l'a vu fonctionner à plusieurs reprises ici, elle avait été créée par un certain Michel Barnier en 1975. Donc je pense que lui peut être assez sensible aux arguments consistant à dire c'est un bel outil de démocratie et d'information locale, donc aidez-nous à imposer la saisine de cette commission aux porteurs du projet M. Voilà, c'est moi en tout cas, c'est mon combat avant de discuter de telle ou telle partie du projet. Je dis présentez-le nous de façon transparente, contradictoire, avec de vrais débats avec les habitants qui sont concernés et vous avez l'outil, saisissez-le. Transparent, contradictoire, c'était un peu la teneur de cet entretien. Merci aux 9 et enfin à tous les étudiants qui se sont mobilisés, qui ont bien réfléchi, qui ont bien travaillé. Merci à Mazarine Pinjot évidemment qui est réapparue comme par miracle. Et voilà, et merci à vous Pierre Urmic de vous être laissé, d'avoir joué le jeu de ce question-réponse. Voilà, on le disait, c'était une course de fond. Là aussi, 7h30. Bravo à vous tous et vous pouvez applaudir et l'intervenant. Merci pour vos questions. Je ne l'ai pas dit à vos prédécesseurs, parce que j'ai eu pas l'occasion. Donc en tout cas, je dis à tous les étudiants qui m'ont charcuté ou opéré. Je dis merci pour la pertinence en tout cas de vos questions. Voilà. Merci Xavier Sautat.